Merci Madame Fraisse. La parole est à Monsieur Dominique Potier pour le groupe SRC pour 10 minutes. Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, mes chers collègues. Je voulais tout d'abord saluer l'excellent propos liminaire sur le thème des convictions que je partage totalement avec Daniel Auroi. Il l'a dit avec beaucoup de force et en même temps beaucoup de pudeur sur un sujet où une certaine indécence voudrait qu'on puisse faire du pathos. Je voudrais féliciter ma collègue, je ne suis pas étonné, puisque ça fait des années que nous cheminons ensemble sur ce combat. Et je veux lui dire mon admiration pour la manière dont elle l'a porté tout à l'heure dans l'hémicycle. Je voulais dire à Monsieur le Ministre que jamais nous n'avions eu un discours du gouvernement aussi construit et aussi engagé sur ce point. Et je voulais le remercier, je voulais dire que c'était de bon augure pour la suite. Et comme nous le savons tous, le diable peut se loger dans les détails. Et je vais concentrer mon propos sur l'exigence qui est celle des socialistes que je porte aujourd'hui au nom du groupe en prenant la parole ici et rappeler les attendus philosophiques, les principes qui sous-tendent cette loi. Je ne répéterai donc pas tous les arguments sur le Rana Plaza, sur tous les combats qui ont été cités, puisqu'ils ont été faits admirablement par les uns et les autres. Je voudrais dire au début de cette intervention qu'il y a deux écueils devant nous. Le premier serait de renoncer à faire une loi. Cette attitude serait coupable. Nous savons qu'il faut une loi. Mais il y a un deuxième écueil qui serait une faute. C'est celui de faire une loi qui soit une loi factice, une loi ersatz, une loi d'illusion. Voici le sens de mon intervention. Daniel Auroi l'a répété, je pense que Philippe Noguès se dira, nous sommes fiers de la manière dont nous avons fabriqué cette loi. En tant que telle, ça mériterait d'être raconté. L'engagement initial de candidats aux législatives, dans le cadre d'une campagne présidentielle, soutenue par des ONG, une parole, un engagement à changer la donne sur un point très précis des règles qui président à la mondialisation. Et puis une fabrique originale dans un dialogue permanent avec des ONG, élargie aux 5 syndicats de salariés français qui unanimement ont rejoint ce combat, et surtout un combat porté par 4 groupes parlementaires qui déposent la même proposition de loi au mot près et à un mois près. Dans la Ve République, c'est plutôt rare. Et je le dis aux collègues que je connais par ailleurs, ceux qui siègent aujourd'hui sur les rangs de l'opposition, je les connais tous personnellement. Je voudrais leur dire l'estime qui est la mienne pour les combats, certains des combats qu'ils mènent par ailleurs, et leur dire qu'ils soient attentifs à l'esprit de ce qui est dans cette proposition de loi. Parce que je fais le pari que dans cet instant, en France, sur ce type de combat, les uns et les autres, vous pouvez rejoindre ce combat initié par la gauche, unie et rassemblée, et qu'incarne cette PPL. Je vous demande de la regarder avec attention et de ne pas avoir les réflexes pavloviens qu'ont eu certains de vos collègues en commission des lois, en hurlant au crime contre la compétitivité avant même d'avoir lu la proposition de loi et se faisant quelque part les rapporteurs des points de vue les plus libéraux, les plus conservateurs et je le dirais ici les plus archaïques sur le sujet. Je vous invite à regarder attentivement ce qu'est la tension de cette loi et des versions qui pourraient venir demain et à nous rassembler sur ce qui peut être un élément d'une compétitivité France et d'une fierté républicaine française. Originalité de la fabrique, d'une loi qui vient de loin dans ses combats humanistes et qui a une grande histoire. Je ne veux pas m'attarder et être trop long sur ce sujet, mais je disais en plaisantant à certains de mes collègues aujourd'hui, alors que les tensions sont montées, alors qu'il nous faut trouver un accord, que pour ma part, si j'appartenais à une formation politique depuis une petite dizaine d'années, c'est depuis près de 40 ans, depuis l'adolescence, que je milite pour ces causes-là. Que je le fais dans une famille paysanne et comme paysan, avec des partenaires et des frères paysans qui viennent d'autres pays du monde, d'Amérique latine, d'Afrique, avec qui j'ai voyagé, que j'ai accueilli sur mon territoire, sur ma ferme, dans les mouvements d'éducation populaire dont je faisais partie. Ces combats-là, je n'y renoncerai pas. Et je ne serai pas le porte-voix ou le donneur d'illusions d'une loi qui ne porterait pas un véritable changement pour que justice soit faite à ces damnés de la terre. Quels sont les arguments des adversaires de cette loi? Ils portent tous sur une vision du monde dont je n'ai pas peur de dire quelle est la vision du monde d'avant. Un monde qui oublierait les effets positifs mais aussi terriblement
potentiellement négatifs de la mondialisation. Une mondialisation qui, pour un bénéfice à court terme du consommateur, de l'épargnant, de l'actionnaire, est prêt à faire payer un très lourd tribut aux citoyens à moyen et à long terme. Cette mondialisation-là, elle est derrière nous, elle fabrique du désastre, elle fabrique des désastres écologiques, elle menace, en fabriquant de la misère, notre propre sécurité. Je crois que les débats récents à travers le monde et au bout de notre rue l'illustrent largement. Je voudrais dire à ses adversaires qu'ils doivent relire un économiste philosophe, parce qu'il n'y a pas de politique sans principe, qui est François Pérou, et qui disait qu'en économie, il y avait des choses qui avaient un prix et d'autres qui n'en avaient pas. Je ne sais pas si c'est un propos de droite ou de gauche, mais je crois que c'est toujours un propos qui est très contemporain. Et je voudrais citer les propos d'un de nos députés devenu ministre, qui rappelait que le principe de loyauté sur nos rangs il y a peu, qui les mettait largement en évidence. Le débat aujourd'hui, chers collègues, n'est pas de savoir si nous sommes pour ou contre la dynamique de l'entreprise ou pour ou contre la dynamique de la mondialisation. Au début du XXIe siècle, ce débat n'a plus de sens. La question est de savoir si ces dynamiques s'inscrivent ou non dans une logique de loyauté. Alors il nous faut avancer, il nous faut une loi, cette loi ou une loi équivalente quant aux finalités. Une loi qui nous permette d'établir authentiquement le devoir de vigilance, non seulement de l'énoncer de façon parfois publicitaire ou normative, comme le font certains grands groupes industriels, mais de le faire dans les faits. Effectivement, l'application réelle de ce devoir de vigilance doit donner prise à un juge et permettre de condamner ceux qui méprisent cette exigence. Sur la question du seuil des entreprises concernées, les auteurs de cette proposition de loi sont prêts à discuter. Tout est question d'études d'impact. Il nous faut cerner la cible, il ne faut pas provoquer des complexités pour des entreprises qui ne sont pas concernées, et nous pouvons renvoyer ce débat à un discernement collectif et sage. La clé de notre débat ne porte donc pas sur cette question de telle ou telle question de décret ou telle question de seuil. Il porte sur la capacité réelle à établir un lien de causalité, Monsieur le Ministre, entre la responsabilité de la maison mère et les conséquences des agissements de leurs sous-traitants et de leurs filiales au bout du monde. Là est le cœur de ce que nous voulons dénoncer, la pratique aujourd'hui des ONG et des avocats qui ont pris la défense des opprimés de la terre ont démontré que jusqu'à présent, tous les dispositifs, y compris de reporting extra-financier, avaient été inefficients sur ce plan. Et c'est bien une nouveauté que la loi doit introduire. Nous devons améliorer la chaîne de causalité et pouvoir venir en aide aux victimes d'une mondialisation sans foi ni loi. Je voudrais vous dire à tous ceux qui évoquent les risques juridiques, tous ceux qui évoquent les risques de compétitivité, que les risques qui sont pris et les risques réels qui sont pris aujourd'hui, ils le sont par les victimes de cette mondialisation sans foi ni loi. Ils le sont, j'en suis intimement convaincu, même si je suis incapable de vous le démontrer, par une France qui ferait le pari d'une mondialisation low cost, sans règles. Ce pari-là, de cette compétitivité dans ce monde-là, elle est perdue pour notre pays et nous devons, en même temps que nous nous battons dans le monde actuel, en changer les règles. C'est ça la grande tradition de la France et de l'Europe. Nous inventons en fait une nouvelle génération de droits lorsque nous nous battons pour les paradis fiscaux, lorsque nous nous battons sur le droit du vivant, lorsque nous nous battons sur les formes d'esclavage contemporaines. Et en cela, nous sommes les héritiers des Lumières. Le droit au XIXe siècle et jusqu'au XXe a été longuement inspiré par la défense de l'individu contre la tyrannie. Aujourd'hui, la tyrannie peut prendre le visage d'une toute-puissance économique, sans régulation et sans contrôle. La fragmentation entre différents États-nations, la fragmentation des sociétés rend irresponsable une des superpuissances économiques qui peuvent aujourd'hui agir dans l'impunité. Ce monde-là doit terminer. Alors toute puissance économique, nous devons opposer une contrepartie qui est celle de la responsabilité, qui est celle de la justice. Nous voulons une proposition de loi solide et en cela, nous pouvons admettre que la proposition de loi que nous avons proposée ait quelques failles qui méritent d'être réétudiées et corrigées afin d'assurer leur solidité constitutionnelle et juridictionnelle. Nous voulons une loi juste, une loi qui protège les victimes, une loi à vocation européenne. Je terminerai mon propos en prenant l'inspiration dans un combat du XIXe siècle qui doit aujourd'hui nous inspirer et qui n'est pas tout à fait
en dehors du sujet que nous abordons aujourd'hui. Et je citerai Abraham Lincoln. Nous sommes le 1er décembre 1862, à 3 ans précisément de l'adoption du 13e amendement, celui de l'abolition de l'esclavage. Et ce texte m'a mis du baume au cœur. Objectez ce que vous voudrez, dit le président dans son discours à l'Union. La question est toujours celle-ci. Pouvons-nous faire mieux? Les dogmes du paisible passé ne sont plus à la hauteur de l'orageux présent. L'occasion offre un amoncellement de difficultés. Il faut nous élever à la hauteur de l'occasion. De même que notre position est nouvelle, il nous faut de nouvelles pensées et des actes nouveaux. Il faut nous affranchir nous-mêmes et alors nous sauverons le pays. Et Abraham Lincoln termine en disant « Nous nous sauverons noblement ou nous perdrons misérablement. La dernière est la plus belle espérance de la terre. » La ligne à suivre est claire, paisible, généreuse, juste. Si nous la suivons, le monde nous applaudira. Merci.